Une seule phrase. C'est tout ce qu'il a fallu pour tout changer. Dans la pègre de New York, le silence est généralement la meilleure politique. Surtout lorsque vous vous trouvez en face d'Alessio Mancini, surnommé le boucher. Mais quand une serveuse fatiguée et surmenée a vu le capot le plus redouté de la ville traiter sa vieille mère avec une froide indifférence, elle n'est pas restée silencieuse. Elle a fait une erreur. Elle a parlé la seule langue qu'elle pensait n'appartenir qu'à ses fantômes. Elle ne lui a pas seulement servi le dîner. Elle lui a servi un souvenir qui allait déclencher une guerre. Regardez attentivement, car ce n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est un guide de survie. La pluie à Brooklyn ne lavait rien. Elle ne faisait que rendre la crasse plus glissante. À l'intérieur de Vino and Verita, un restaurant italien chic en bordure de Williamsburg qui se prétendait authentique, la climatisation était de nouveau en panne. Clara essuya la sueur de son front avec le dos de son poignet. Elle faisait attention à ne pas étaler la suie de la cuisine sur son visage. Elle avait 24 ans, mais ce soir-là, elle en paraissait 40. Ses pieds la faisaient souffrir dans les ballerines noires bon marché qu'elle avait achetées dans un magasin discount. Et son tablier était taché de sauce marinara qui sentait l'ail et le salaire minimum. La table 4 a besoin d'eau, aboya le gérant, M. Henderson. C'était un homme qui pensait que porter un gilet le rendait européen. Et sois vive, Clara. Nous avons une réservation VIP dans 10 minutes. Qui est-ce que cette fois? Demanda Clara en remplissant une carafe. Encore un gestionnaire de fonds spéculatif qui veut m'expliquer le vin? Pire, murmura Henderson, son visage perdant sa rougeur habituelle. La famille Mancini. Clara se figea. Même dans les rues embourgeoisées du New York moderne, le nom Mancini avait un poids. Un poids qui n'avait rien à voir avec l'immobilier, mais tout à voir avec l'histoire plus sombre de la ville. Alessio Mancini. Dans les journaux, on l'appelait l'architecte parce qu'il construisait des choses. Mais dans la rue, on le connaissait comme l'homme qui démantelait ses ennemis, morceau par morceau. Pourquoi viennent-ils ici? Demanda Clara, sa prise se resserrant sur la carafe. Sa mère aime le risotto. Contente-toi de baisser la tête. Ne le regarde pas dans les yeux. Et pour l'amour de Dieu, ne parle que si on t'adresse la parole. Clara hocha la tête, mais son cœur battait un rythme effréné contre ses côtes. Elle avait besoin de ce travail. Son loyer était en retard et les factures médicales pour sa propre grand-mère dans le Queens s'accumulaient comme des congères. Elle ne pouvait pas se permettre d'avoir peur. À 20 heures précises, l'atmosphère du restaurant changea. C'était comme si l'oxygène avait été aspiré de la pièce. La porte d'entrée s'ouvrit et 2 hommes en costume sombre entrèrent les premiers. Ils balayaient la salle du regard avec des yeux qui ne clignaient pas assez. Puis il entra. Alessio Mancini semblait avoir été taillé dans le granit et habillé par un tailleur qui comprenait la violence. Il était grand, ses épaules assez larges pour masquer les lampadaires derrière lui. Ses cheveux étaient sombres, peignés en arrière, et ses yeux avaient la couleur de l'espresso, sombres, amers et intenses. À son bras se tenait une petite femme frêle aux cheveux argentés, tirée en un chignon sévère. Elle marchait avec une canne, son visage marqué par les rides du chagrin et du temps. C'était Nonna Donatella, la matriarche. Le restaurant devint silencieux. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin des bouches. Henderson poussa Clara en avant. « Table 1, vas-y. » Clara prit une profonde inspiration, afficha un sourire et s'approcha de la table. Le garde du corps s'écarta, la laissant franchir la barrière invisible de l'intimidation. « Bonsoir, » dit Clara, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. « Bienvenue chez Vino and Verita. Puis-je commencer par vous proposer du vin? » Alessio ne la regarda pas. Il était occupé à scanner les sorties. Une bouteille de l'Ornellaia de 98. Ouvrez-la à table. Et de l'eau pétillante pour ma mère. Température ambiante. Sans glace. Sa voix était un baryton grave, douce mais éraillée par l'autorité. Il n'avait pas demandé à sa mère ce qu'elle voulait. Il avait commandé pour elle. La vieille femme, Donatella, regarda le menu avec des yeux embués. Elle laissa échapper un soupir doux et frustré et repoussa le livre relié en cuir. Elle marmonna quelque chose dans sa barbe, une série de mots rapides et agités. Alessio fronça les sourcils en vérifiant sa montre. « Maman, choisis juste les pâtes. Nous avons des affaires à régler plus tard. »« Non capisco questo menu » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Et tout sbagliato. »« Je ne comprends pas ce menu.
Tout est faux. Alessio soupira, le son d'un homme qui n'avait aucune patience pour la faiblesse, même dans son propre sang. C'est de la cuisine italienne, maman. Mange, c'est tout. Clara sentit une étincelle d'indignation. Elle regarda les mains de la vieille femme trembler alors qu'elle essayait de saisir son verre d'eau. Cela lui rappelait trop sa propre grand-mère, luttant avec un monde qui bougeait trop vite pour elle. Sans réfléchir, ignorant l'avertissement d'Henderson, ignorant les deux armes qu'elle savait cachées sous les vestes sur mesure des gardes du corps, Clara s'approcha. Elle se pencha, sa voix prenant une cadence douce et mélodieuse. Signora, lasci chez l'aiuti. Le chef prépara un risotto ai funghi che le ricorderà le collines di Corleone. È morbido, caldo e fatto con amore. Madame, laissez-moi vous aider. Le chef prépare un risotto aux champignons qui vous rappellera les collines de Corleone. Il est doux, chaud et fait avec amour. Le silence à la table était absolu. La tête d'Alessio se releva brusquement. Pour la première fois, il la regarda vraiment. Il ne vit pas seulement une serveuse. Il vit le chignon en désordre, les yeux fatigués, le défi dans sa posture. Le visage de Donatella se transforma. La confusion disparut, remplacée par un sourire radieux, les yeux embués de larmes. Elle tendit la main et attrapa celle de Clara, sa poigne étonnamment forte. « Tu parlais la lingua vecchia ?» allaita la vieille femme. « Siciliano, non l'italiano di città. Tu parles l'ancienne langue, le sicilien, pas l'italien des villes. » Clara sourit chaleureusement, serrant la main de la vieille femme. « Mia nonna mi ha insegnato. Dice che il cibo ha un sapore migliore quando ne parli nella lingua di casa. Ma grand-mère me l'a appris. Elle dit que la nourriture a meilleur goût quand on en parle dans la langue de chez soi. »« Je prendrai le risotto, » déclara Donatella, regardant son fils avec une nouvelle acuité. « Et c'est elle qui nous servira. Seulement elle. » Alessio fixa Clara. Ses yeux se plissèrent, calculateur. Il ressemblait à un prédateur essayant de décider si la créature en face de lui était une proie ou un piège. « Je ne savais pas qu'ils embauchaient des locuteurs natifs dans ce bouge, » dit Alessio, sa voix calme mais dangereuse. « Je suis né dans le Jersey, » mentit Clara avec aisance, retirant sa main de celle de Donatella. « Mais mon sang se souvient d'où il vient. » Alessio se pencha en arrière, croisant les bras. La Rolex à son poignet capta la lueur des bougies. « Quel est votre nom? »« Clara. »« Clara, » répéta-t-il, testant le poids du nom. « Apportez le vin, Clara, et ne faites pas attendre ma mère. » Alors que Clara se retournait pour partir, elle sentit ses yeux lui brûler un trou entre les omoplates. Elle atteignit la cuisine avant que ses genoux ne la lâchent. Elle s'appuya contre le comptoir en acier inoxydable, en hyperventilation. « Qu'est-ce que tu as fait? » siffla Henderson, apparaissant à côté d'elle. « Je l'ai vu te regarder. Si tu l'as offensé, il a commandé l'Ornellaia, » dit Clara à bout de souffle. « Il n'est pas offensé. Il est curieux. » « La curiosité d'Alessio Mancini fait tuer des gens, » avertit Henderson. « Serre juste la nourriture et fais-les partir. » Mais Clara savait qu'il était trop tard. Quand elle revint avec le vin, Alessio ne surveillait plus les sorties. Il la surveillait, elle. Le reste du dîner fut une torture de tension. Chaque fois que Clara s'approchait de la table pour remplir l'eau ou débarrasser une assiette, les gardes du corps bougeaient, leurs mains planaient près de leur ceinture. Mais Donatella était ravie. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, la matriarche mangeait. Elle bavardait avec Clara dans le dialecte épais et rustique de la Sicile rurale. Elle l'interrogeait sur sa famille, son âge, et pourquoi elle n'était pas encore mariée. Clara répondait poliment, esquivant les questions personnelles avec de vagues amabilités, tout en sentant le regard d'Alessio la disséquer. Il ne parlait pas beaucoup. Il mangeait son steak saignant, le coupant avec une précision chirurgicale. Il écoutait la cadence de la voix de Clara comme s'il essayait de décoder un message secret. « Vous avez un accent particulier », dit soudain Alessio, juste au moment où Clara débarrassait des assiettes à dessert. Clara se figea, une pile de porcelaine dans les mains. « Monsieur, ma mère vient d'un très petit village près de Palerme. Le dialecte que vous utilisez est spécifique à cette vallée. Il n'est plus couramment parlé depuis les années 90. Comment une fille du Jersey connaît-elle l'argot d'un village mort? » La température dans le restaurant sembla chuter de 10 degrés.
Ce n'était pas une conversation anodine. C'était un interrogatoire. L'esprit de Clara s'emballa. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité. La vérité était dangereuse. La vérité était la raison pour laquelle elle faisait un double service à Brooklyn au lieu de finir ses études de droit. Ma grand-mère, répéta Clara, sa voix ferme. Elle était très traditionnelle. Elle ne nous laissait pas parler anglais à la maison. Alessio se leva. Il la dominait de toute sa hauteur, son parfum de cologne chère et de tabac l'enveloppant. Il plongea la main dans la poche de sa veste. Les gardes du corps se tendirent. Henderson, qui observait depuis le bar, semblait sur le point de s'évanouir. Alessio sortit une pince à billets. Il en détacha 5 billets de $100 et les laissa tomber sur le plateau de Clara, juste sur les serviettes sales. « Pour le service, dit-il, et pour avoir fait sourire ma mère, l'année a été difficile. »« Merci, monsieur, » murmura Clara. « Ne dépensez pas tout en chaussures, » murmura-t-il, ses yeux balayant ses ballerines usées. Clara rougit, la honte et la colère se mélangeant dans sa poitrine. « Ces chaussures m'aident à travailler dur, monsieur Mancini. Je n'ai pas besoin de charité. » Le garde du corps haleta. Personne ne parlait aux donnes comme ça. Les lèvres d'Alessio tressaillirent. Un sourire? Non, c'était un rictus, un défi. Ce n'est pas de la charité, Clara, c'est un investissement. Il offrit son bras à sa mère. Andiamo, maman. Alors qu'il sortait, Donatella tapota le bras d'Alessio. Cette fille, elle a du feu, Alessio, comme ta femme en avait. Alessio se raidit. Ne commence pas, maman. Elle a les yeux d'une survivante, chuchota Donatella, assez fort pour que Clara l'entende. Une fois que les vieux noirs eurent démarré en trombe, Clara s'effondra sur une chaise. Elle regarda les $500 sur son plateau. C'était assez pour payer la facture d'électricité et faire les courses pour 2 semaines. « Tu as des envies suicidaires », dit une voix dans l'ombre près de la cuisine. C'était Marco, le plongeur. C'était un jeune gars de 19 ans, avec un bon cœur, mais une langue bien pendue. « C'est juste un client, Marco. » C'était Alessio Mancini, dit Marco s'essuyant les mains sur un chiffon. Mon cousin travaillait pour son équipe dans le Bronx. On dit qu'Alessio cherche une taupe. Quelqu'un a fuité des infos sur la cargaison le mois dernier. Il est paranoïaque. Il surveille tout le monde. Il me regardait parce que j'ai parlé à sa mère, dit Clara le congédiant. C'est tout. Mais plus tard cette nuit-là, alors que Clara rentrait chez elle, dans son petit appartement sans ascenseur au 4e étage, le sentiment d'être observée revint. Les rues de Brooklyn étaient calmes, mais les ombres semblaient lourdes. Elle déverrouilla sa porte, se précipita à l'intérieur et ferma les 3 verrous. Son appartement était minuscule, un studio avec une fenêtre donnant sur un mur de briques. Elle jeta ses clés sur la table et alla au frigo pour prendre un verre d'eau. C'est là qu'elle la vit. Sur sa petite table de cuisine bancale, il y avait une petite boîte noire. Clara cessa de respirer. Elle n'avait pas laissé de boîte là. Elle vivait seule. Les verrous étaient enclenchés. Elle attrapa un couteau à pain dans l'évier, la main tremblante. Elle s'approcha lentement de la table. La boîte était en velours, du genre utilisé pour les bijoux. Il y avait une note à côté, du papier cartonné couleur crème, lourd, cher. Elle ouvrit la note. L'écriture était nette, déchiquetée et agressive. Vous avez menti sur le fait de venir du Jersey. Votre accent est celui de la lignée de la famille Rossi. J'ai vérifié. La famille Rossi a disparu il y a 10 ans dans un incendie. Dites-moi qui vous êtes vraiment, Clara, ou je reviendrai chercher la réponse moi-même. Clara laissa tomber la note. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, il n'y avait ni bague ni bombe. C'était une petite broche en argent en forme d'hirondelle, un oiseau. Clara haleta, couvrant sa bouche pour étouffer un cri. C'était la broche de sa grand-mère, celle qu'elle avait vendue à un prêteur sur gage il y a 3 mois pour payer l'insuline. Comment l'avait-il trouvée? Comment savait-il? Alessio Mancini n'avait pas seulement laissé un pourboire. Il avait commencé une chasse et Clara était le renard. Elle courut à la fenêtre, regardant à travers les stores. En bas dans la rue, garée sous le lampadaire vacillant, se trouvait une berline noire. Le moteur était éteint, mais la silhouette sur le siège du conducteur était reconnaissable entre toutes. Il attendait. Clara ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre, observant la berline noire comme si c'était un dragon endormi. Quand le soleil commença à répandre une lumière grise sur l'horizon de Brooklyn, son téléphone vibra. Ce n'était pas un texto. C'était une notification de son application bancaire.
Dépôt reçu 50 000 dollars. Expéditeur AM Holdings. Le téléphone vibra de nouveau immédiatement. Un texto d'un numéro inconnu. Descends ou je monte, apporte la broche. Clara regarda la broche en forme d'hirondelle de sa grand-mère, puis la forme endormie de son chat, Barnaby. Elle attrapa son manteau, épingla l'oiseau d'argent à son revers comme un bouclier et sortit. Elle savait que fuir n'était pas une option. Les hommes comme Alessio Mancini possédaient les routes. Fuir ne faisait que rendre la chasse plus amusante pour eux. Lorsqu'elle posa le pied sur le trottoir, la portière arrière de la berline s'ouvrit. L'intérieur sentait le cuir et l'expresso rassis. Alessio était assis là, lisant un journal sur une tablette. Il ne leva pas les yeux quand elle se glissa à l'intérieur. « Roulez », dit-il au chauffeur, un homme massif avec une cicatrice traversant son sourcil. « Où allons-nous » demanda Clara, serrant son sac à main. « J'ai un service à 11 heures. »« Vous avez démissionné ce matin » dit Alessio, se tournant enfin pour la regarder. Ses yeux étaient cernés de rouge. Il n'avait pas dormi non plus. « Henderson vous a déjà remplacé et les factures médicales de votre grand-mère au Queen's General ont été entièrement payées pour les 2 prochaines années. » Clara sentit l'air quitter ses poumons. « Vous n'avez pas le droit. »« J'ai tous les droits, » rétorqua Alessio, sa voix dépourvue de chaleur. « Vous avez infiltré ma vie. Vous avez manipulé ma mère. Maintenant, la vôtre m'appartient jusqu'à ce que je sache si vous êtes une tueuse à gages ou juste une menteuse. » La voiture ne se dirigea pas vers la rivière ou les décharges. Elle se dirigea vers Manhattan, se faufilant dans le trafic matinal jusqu'à un garage souterrain privé sous l'une des plus hautes tours de Tribeca. Ils prirent un ascenseur privé jusqu'au penthouse. Les portes s'ouvrirent directement sur un salon plus grand que tout l'immeuble de Clara. Tout n'était que verre, acier et or moderne froid. C'était magnifique, et cela semblait complètement mort. « Asseyez-vous » ordonna Alessio, désignant un canapé en cuir blanc. Il se servit un verre, du whisky à 8 heures du matin, et s'appuya contre le manteau de la cheminée. « La famille Rossi » commença-t-il, faisant tourner le liquide ambré. Il régnait sur la Sicile dans les années 80, impitoyable, éduqué. Ils avaient une façon de parler distincte, un dialecte de la vallée de Corleone qu'ils gardaient vivant pour parler en code. Ma mère le reconnaît parce que sa sœur a épousé un Rossi. Il fit un pas de plus. Cette sœur est morte dans une voiture piégée destinée à son mari. Ma mère n'a jamais pardonné à la lignée Rossi. Si elle savait que vous étiez l'une d'entre eux, elle n'aurait pas mangé votre risotto. Elle vous aurait poignardé avec la fourchette. Clara déglutit difficilement. Je ne suis pas une Rossi. Alors expliquez l'accent, expliquez la broche. Cette hirondelle est le blason des épouses Rossi. La main de Clara vola vers la broche sur son revers. Elle ne le savait pas. Sa grand-mère lui avait juste dit que c'était un oiseau de la liberté. Ma grand-mère, dit Clara, sa voix tremblante mais résolue, était une femme de chambre. Elle a travaillé pour la famille Rossi à Palerme pendant 30 ans. Elle a élevé leurs enfants. Elle a appris leur langue. Quand la famille a été anéantie lors de la purge de 2008, elle s'est enfuie. Elle a pris la broche en guise de paiement pour les salaires qu'on ne lui a jamais versés. Alessio étudia son visage. Il cherchait une micro-expression, un tic, un mensonge. Il était passé maître dans l'art de lire la peur. Mais Clara avait passé sa vie à se cacher des collecteurs de dettes et des propriétaires. Elle savait garder un visage impassible. « Une femme de chambre ?» répéta-t-il sceptique. « Oui, elle s'appelle Sophia. Elle a 82 ans, elle est aveugle d'un œil, et elle attend actuellement une prothèse de hanche que vous venez apparemment de payer. » Clara se leva, sa colère l'emportant sur sa peur. « Nous ne sommes personne, Monsieur Mancini. J'ai appris le dialecte parce qu'elle souffre de démence et oublie parfois l'anglais. J'ai parlé à votre mère parce que j'ai vu une vieille femme seule, pas un pion dans votre jeu d'échecs mafieux. » Alessio la fixa un long moment. Puis, étonnamment, il rit. C'était un son sec et rauque. « Vous avez du répondant, Clara. C'est dangereux. »« Ça me rapporte des pourboires, » rétorqua-t-elle. « Ça va vous rapporter un travail, » dit-il, posant son verre. « Je vous ai dit que j'étais serveuse. »« Plus maintenant. Ce soir, j'ai une réunion avec la Bratva, le syndicat russe. Leur chef, Nikolai Volkov, vient à New York pour discuter de la répartition du territoire dans le port. Il insiste pour parler italien parce qu'il se croit cultivé,
mais il parle un dialecte vénitien avec lequel mon traducteur habituel a du mal. Cependant, les yeux d'Alessio brillèrent. La grand-mère de Volkov était aussi sicilienne. Si vous pouvez charmer ma mère, vous pouvez le charmer. Vous voulez que je traduise pour une réunion de mafieux? Demanda Clara incrédule. Je ne suis pas une criminelle. Vous l'êtes maintenant, dit Alessio, se dirigeant vers un panneau sur le mur. Il appuya sur un bouton et une porte cachée s'ouvrit, révélant un placard rempli de tenues de soirée pour femmes. Vous avez accepté 50 000 $ ce matin. Selon la loi fédérale, vous êtes maintenant complice de blanchiment d'argent. La mâchoire de Clara tomba. Je ne les ai pas acceptés. Vous me les avez virés. Des détails techniques, dit Alessio d'un geste de la main. Portez la robe rouge. Elle correspond mieux au scénario de la petite amie. Si Volkov pense que vous êtes ma maîtresse, il ne surveillera pas sa langue autour de vous. J'ai besoin que vous écoutiez ce qu'il dit à ses hommes quand il change de langue. J'ai besoin de savoir s'il a l'intention de me tuer ce soir. Et si je refuse? Alessio passa devant elle, s'arrêtant à quelques centimètres de son visage. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui. Alors je demande un remboursement pour la facture druptale de votre grand-mère. Et je pense que nous savons tous les deux qu'elle ne survivra pas au transfert dans un établissement public. Il n'attendit pas de réponse. Il sortit, laissant Clara seule dans la cage dorée, fixant une robe rouge sang qui ressemblait moins à une robe qu'à une cible. Le lieu était une galerie privée à Chelsea, louée pour une vente aux enchères caritatives. C'était la couverture parfaite. La pièce était remplie d'hommes en smoking qui ressemblaient à des requins en peau humaine et de femmes qui ressemblaient à de beaux et fragiles trophées. Clara se sentait exposée. La robe rouge qu'Alessio avait choisie était en soie, dos nu, et moulait chaque courbe de son corps. Elle avait une fente qui montait jusqu'à mi-cuisse, révélant l'arme attachée à sa jambe que le chef de la sécurité d'Alessio, un homme nommé Dante, avait insisté pour qu'elle porte. Je ne sais pas comment utiliser ça, avait sifflé Clara dans la voiture. Vise et appuie, avait grogné Dante. Mais essaie de ne pas se tirer sur M. Mancini. Maintenant, en entrant dans la galerie, son bras lié à celui d'Alessio, elle sentait le poids de l'arme contre sa peau. Alessio, de son côté, jouait parfaitement le rôle de l'amant attentionné. Il gardait une main sur le creux de son dos, ses doigts chauds et fermes. « Souris », lui chuchota-t-il à l'oreille alors qu'il passait devant un photographe. « Tu m'adores. »« Je vous déteste », chuchota-t-elle en retour, adressant un sourire radieux à l'appareil photo. « Bien, garde ce feu. Volkov adore les défis. » Ils s'approchèrent du centre de la pièce, où un homme massif à la barbe grise et épaisse riait bruyamment. C'était Nikolai Volkov. Il tenait un verre de vodka dans une main et un cigare dans l'autre, ignorant les panneaux d'interdiction de fumer. « Alessio !» rugit Volkov, ouvrant les bras. « L'architecte. Et qui est cette vision de beauté? »« Voici Clara, » dit Alessio avec aisance. « Ma meilleure moitié. » Volkov prit la main de Clara et la baisa, sa moustache chatouillant sa peau. Il sentait le soufre et la colonne chère. « Un piacere, bella signorina », dit Volkov dans un italien approximatif. Clara répondit dans un italien impeccable et lyrique. Alessio chercha un chargeur de rechange, mais il avait glissé sur le sol. Un des hommes masqués contourna le pilier, levant son arme vers la tête exposée d'Alessio. Clara ne réfléchit pas. L'instinct prit le dessus, un instinct qu'elle ne savait pas posséder, ou peut-être un instinct hérité d'une lignée qu'elle essayait de nier. Elle plongea la main dans la fente de sa robe, ses doigts trouvant l'acier froid de l'arme que Dante lui avait donnée. Elle ne ferma pas les yeux, elle ne trembla pas, vise et appuie. Bang, bang, 2 coups de feu. Le tireur sursauta violemment. Le premier tir toucha son épaule, le faisant pivoter. Le second toucha son genou. Il s'effondra en hurlant. Alessio tourna la tête brusquement, fixant Clara. Elle était allongée sur le sol, l'arme tenue à 2 mains, dans une prise parfaite, professionnelle, et absolument pas quelque chose qu'une serveuse de Brooklyn devrait savoir faire. « Belle visée », souffla Alessio, ramassant le chargeur neuf sur le sol et rechargeant. L'équipe de sécurité, dirigée par Dante, neutralisa enfin les menaces restantes. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que les coups de feu. La fumée flottait dans l'air. Volkov se leva, époussetant le verre de son smoking. Il regarda Luca, son second traître, qui gisait maintenant mort près de la cuisine. « Tu m'as sauvé la vie, Mancini », grogna Volkov.
Le marché est à toi. Le port est à toi. Alessio se leva, mais il ne regarda pas Volkov. Il se dirigea vers Clara. Elle était assise contre le pilier, l'arme toujours à la main, tremblant maintenant que l'adrénaline retombait. Il se pencha et lui retira doucement l'arme des doigts. Il la remit sur pied. Sa robe rouge était ruinée, tachée de vin et de poussière. Vous avez dit que vous étiez la petite fille d'une femme de chambre, murmura Alessio, son visage à quelques centimètres du sien. Il la regardait avec une intensité terrifiante. Les femmes de chambre ne tirent pas avec une prise à deux mains, Clara. J'ai regardé des films, balbutia-t-elle, les dents claquant. Menteuse, gronda-t-il. Mais il fit alors quelque chose d'inattendu. Il attrapa l'arrière de son cou et pressa son front contre le sien. C'était un geste intime, possessif et soulagé. Nous partons, annonça-t-il à la salle. Dante nettoie ça. Il la fit sortir de la galerie, la portant presque par la sortie de service jusqu'à la voiture qui attendait. À l'intérieur du véhicule blindé, le silence s'étira. Clara se serra dans ses bras, frissonnant. « Mon père », murmura Clara dans le noir. Alessio la regarda. « Quoi ?» ?»« Ma grand-mère était la femme de chambre, » avoua Clara, les larmes coulant enfin. « Mais pas ma mère. Elle était la fille du Don Rossi. Elle est tombée amoureuse du chauffeur américain. Ils se sont enfouis ensemble. Je ne suis pas une Rossi de nom, Alessio, mais par le sang, je suis la dernière héritière vivante du trône de Corleone. » Alessio la dévisagea alors que la voiture filait à travers les rues détrempées par la pluie. La révélation ne le mit pas en colère. Elle sembla mettre en place une pièce de puzzle. « L'héritière Rossi », murmura-t-il. « Si les autres familles l'apprennent, elles te traqueront pour unir les clans ou elles te tueront pour empêcher une guerre. »« Je sais, » sanglota Clara. « C'est pour ça que je suis serveuse. C'est pour ça que je ne suis personne. » Alessio tendit la main, son pouce essuyant une larme sur sa joue. Sa peau était rugueuse, cailleuse après des années de violence. « Tu n'es plus personne, Clara, » dit-il, sa voix basse et sombre. « Tu es à moi, et je ne laisse personne toucher à ce qui m'appartient. » Il se pencha et pendant un instant, Clara pensa qu'il allait l'embrasser. Elle le voulait. Le danger, l'adrénaline, la façon dont il avait protégé son corps avec le sien, tout cela avait réveillé quelque chose de primal en elle. Mais il s'arrêta à 1 centimètre. « Mais d'abord, » murmura-t-il, « nous devons survivre à la nuit. Parce que ce n'est pas Volkov qui a ordonné cette attaque. C'était un coup monté de l'intérieur. »« Comment le sais-tu » souffla Clara. « Parce que... » Alessio sortit un petit appareil de sa poche, un micro qu'il avait récupéré sous la table de la galerie. « Cet émetteur appartient à mon propre conciliaire. La trahison est dans ma maison. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Le seul endroit où il se dirigeait était le penthouse, droit dans le piège. « Faites demi-tour !» cria Clara au chauffeur, mais le chauffeur ne tourna pas. Il regarda dans le rétroviseur et Clara vit la cicatrice sur son sourcil tressaillir. Il verrouilla les portes. « Désolé, patron, » dit le chauffeur, sortant un masque à gaz de la boîte à gants. « Le contrat paye le double de ce que vous me donnez. » De la fumée commença à siffler des bouches d'aération. Du gaz somnifère. Alessio rugit, se jetant sur le chauffeur, mais le gaz remplit instantanément le petit espace. Clara toussa, sa vision se brouillant. La dernière chose qu'elle vit fut Alessio attrapant sa main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens avant que l'obscurité ne les emporte tous les deux. Clara ne reprit pas conscience avec une éclaboussure d'eau, mais avec une odeur de rouille et de vieux cuivre. Sa tête lui faisait mal, une douleur sourde pulsant derrière ses yeux. Elle essaya de bouger ses mains et les trouva solidement attachées derrière son dos avec des serre-câbles qui lui mordaient la peau. Elle ouvrit les yeux. La pièce était sombre, éclairée par une seule ampoule nue se balançant à un plafond taché d'eau. Cela ressemblait à une chambre froide industrielle, dépouillée de ses machines, mais conservant le froid de la mort. « Elle est réveillée !» grogna une voix. Clara cligna des yeux, sa vision s'éclaircissant. Elle le vit immédiatement. Alessio. Il était attaché à une chaise en acier au centre de la pièce, sa veste de smoking disparue, sa chemise blanche déchirée et tachée de sang. Sa tête pendait, des cheveux sombres tombant sur ses yeux, mais sa poitrine se soulevait de respirations régulières et rageuses. Debout au-dessus de lui se tenait un homme que Clara a reconnu sur les photos de restaurants dans les journaux.
Silas, le conciliaire, l'homme qui avait été le bras droit du père d'Alessio et son conseiller pendant une décennie. C'était un homme plus âgé, élégant d'une manière qui semblait reptilienne, portant un costume gris impeccable qui semblait déplacé dans la saleté de l'entrepôt. Silas, croissa Alessio en relevant la tête. Du sang coulait d'une coupure sur sa lèvre. J'aurais dû le savoir. Tu n'as jamais aimé recevoir des ordres d'un homme de la moitié de ton âge. Salas gloussa, arpentant la pièce autour de la chaise. Ce n'est pas une question d'âge, Alessio. C'est une question de vision. Tu veux légitimer de la famille, tu veux des contrats de construction et des investissements technologiques. Tu es ennuyeux. Tu transformes des lions en une chatte domestique. Silas s'arrêta devant Clara, lui relevant le menton avec un doigt ganté. Et toi, la petite serveuse, ou devrais-je dire, l'héritière aussi? Clara retira son visage, crachant à ses pieds. Je ne suis personne. Tu es la clé, corrigea Silas, sa voix devenant un murmure avide. La famille Rossi n'a pas simplement disparu. Ils ont caché leur fortune. Des milliards en obligations, en or et des titres de propriété pour la moitié de la Sicile. Tout est enfermé dans un trust qui ne s'ouvre que pour un héritier de sang. J'ai passé 10 ans à chercher un survivant. Et Alessio, l'idiot, me l'amène directement au dîner. Alessio se débattit contre ses liens, les muscles de ses bras se gonflant. Si tu la touches, Silas, il n'y a pas de trou assez profond sur cette terre pour te cacher. Des menaces vides d'un roi détrôné, se moqua Silas. Il fit un signe de tête vers le coin. Bruno, le chauffeur traître, s'avança en tenant un lourd tuyau. Signe les papiers de transfert pour le territoire Mancini, Alessio, ordonna Silas, ou je laisse Bruno s'entraîner à frapper sur la fille. Les yeux d'Alessio s'écarquillèrent de panique, une vraie panique pour la première fois. Il regarda Clara, et l'agonie dans son regard lui brisa le cœur plus que la peur. Il était prêt à mourir, mais il n'était pas prêt à la voir saigner. « Ne le fais pas, Alessio !» cria Clara. « Il nous tuera de toute façon. » « Fille intelligente, » nota Silas. « Bruno, brise-lui la jambe. Voyons si ça le motive. » Bruno sourit, levant le tuyau. Le temps sembla ralentir. Clara regarda Alessio. Il ne regardait pas Bruno. Il regardait ses chaussures, en particulier les ballerines bon marché qu'elle avait portées au restaurant. « Ne dépensez pas tout en chaussures, » avait-il dit. Clara se souvint de quelque chose. Le couteau caché. Pas sur elle, sur lui. Alessio portait toujours une lame en céramique dans son bouton de manchette, mais ses mains étaient attachées derrière la chaise. Elle devait s'approcher de lui. « Attendez !» hurla Clara, sa voix se brisant. « Attendez, je vais vous dire où est la clé du coffre des Rossi. » Salas leva une main. Bruno s'arrêta. « Parle !»« Ce n'est pas une clé physique, » mentit Clara, son esprit s'emballant. « C'est une phrase, une berceuse que ma grand-mère m'a apprise, mais je ne peux pas la dire devant lui. » Elle fit un signe de tête vers Bruno. « C'est sacré. » Salas roula des yeux. « Des bêtises superstitieuses, mais d'accord. Bruno, recule. Va vérifier le périmètre. » Bruno grogna, mais se dirigea vers la lourde porte en fer. Silas se pencha près de Clara. Murmura. Clara se pencha en avant. Silas se pencha. Alessio vit l'ouverture. Il n'avait pas de couteau dans la main, mais il avait un levier. Il projeta son poids en arrière, faisant basculer la lourde chaise en acier. Il ne tomba pas loin d'eux. Il tomba vers Silas. Les pieds métalliques de la chaise percutèrent les tibias de Silas avec une force fracassante. Silas hurla, s'effondrant sur le sol. « Clara, le verre !» cria Alessio, se débattant au sol. Clara le vit, un éclat de l'ampoule cassée qui était tombée plus tôt, près de son pied. Elle se jeta de sa chaise, atterrissant durement sur son épaule, et se tortilla en arrière jusqu'à ce que ses mains liées trouvent le verre. Il lui trancha la paume, mais elle s'en moquait. Elle scia frénétiquement les serre-câbles. Bruno rugit, revenant de la porte. Il sortit une arme. « Non !» cria Silas depuis le sol, se tenant les jambes. « Ne lui tire pas dessus. Nous avons besoin du sang. » Cette hésitation leur coûta cher. Les serre-câbles cédèrent. Les mains de Clara étaient libres. Elle ne courut pas vers la porte. Elle courut vers Alessio. Elle attrapa le couteau en céramique de son bouton de manchette. Elle l'avait vu le manipuler plus tôt et trancha ses liens d'un seul mouvement. Alessio explosa de la chaise comme un ressort tendu.
Bruno tira un coup de feu, mais il manqua sa cible alors qu'Alessio le plaquait. Les deux hommes s'écrasèrent contre une étagère, le métal résonnant contre le béton. C'était un combat brutal et laid. Bruno était fort, mais Alessio se battait avec le désespoir d'un homme amoureux. Alessio encaissa 2 coups de poing à la mâchoire, cracha du sang, puis enfonça son genou dans le plexus solaire de Bruno. Alors que Bruno se pliait en deux, Alessio attrapa le tuyau que Silas avait laissé tomber et frappa. Le son fut écœurant. Bruno ne se releva pas. Alessio se retourna, la poitrine haletante, du sang coulant de son nez. Silas essayait de ramper vers l'arme que Bruno avait lâchée. Clara y arriva la première. Elle envoya l'arme d'un coup de pied à travers la pièce, puis se tint au-dessus de Silas, la poitrine haletante. Elle regarda l'homme qui avait ordonné sa mort. La devise des Rossi, dit Clara, sa voix tremblant d'adrénaline, ne jamais laisser un ennemi derrière soi. Elle ne lui tira pas dessus. Elle n'était pas une tueuse. Pas vraiment. Mais elle leva son talon et frappa fort sur sa main, brisant les doigts qui cherchaient son téléphone. « Allons-y », dit Alessio, attrapant son bras. « D'autres vont arriver. » Ils coururent. Ils sortirent en trombe par les lourdes portes en fer dans la nuit. Ils étaient sur les quais industriels du New Jersey. La pluie tombait d'averse, lavant le sang. Mais pas la peur. Alessio démarra une camionnette de livraison rouillée garée près de la clôture. Alors que le moteur tout sautait, Clara regarda l'entrepôt. « Il sait qui je suis », murmura-t-elle. « Il n'arrêtera pas. » Alessio passa une vitesse, sa main trouvant la sienne dans le noir. Sa prise était de fer. « Moi non plus, Clara, moi non plus. » La planque n'était pas un manoir. C'était une petite cabane de chasse poussiéreuse dans les Catskills, à 2 heures au nord de la ville. Elle appartenait à un vieil associé du père d'Alessio, décédé il y a des années. Officiellement, elle n'existait pas. Alessio ouvrit la porte d'un coup de pied, guidant Clara à l'intérieur. L'air sentait le pain et l'abandon. Il verrouilla la porte et se dirigea immédiatement vers les fenêtres, tirant les lourds rideaux. Ce n'est qu'alors qu'il s'effondra sur le tapis poussiéreux. « Alessio !» Clara tomba à genoux à côté de lui. Il était en mauvais état. Son visage était enflé, ses côtes probablement fêlées suite au combat avec Bruno, et ses poignets étaient à vif à cause des cercables. « Je vais bien », gémit-il en essayant de s'asseoir. « Trousse de premiers secours sous l'évier de la salle de bain. » Clara courut. Elle trouva la boîte en fer blanc rouillée et revint en courant. Ses mains, habituellement si stables pour porter des plateaux de vin, tremblaient alors qu'elle versait de l'alcool à friction sur un chiffon. « Ça va piquer », avertit-elle. Alessio siffla alors qu'elle tamponnait la coupure sur son front. « Vous avez un toucher doux pour une femme qui tire dans les rotules. » J'étais terrifiée, admit Clara, sa voix douce. Elle se déplaça pour essuyer le sang de sa lèvre. Alessio attrapa sa main. La pièce devint silencieuse, à l'exception du bruit de la pluie sur le toit en tôle. L'adrénaline de la fuite s'estompait, laissant derrière elle une vulnérabilité brute et exposée. « Pourquoi n'as-tu pas fui ?» demanda Alessio, cherchant ses yeux. « Dans l'entrepôt, quand j'ai basculé la chaise, tu aurais pu atteindre la porte. »« Et te laisser ?» Clara secoua la tête. « Je te l'ai dit, ma grand-mère m'a appris à ne jamais laisser une dette impayée. Tu m'as sauvé à la galerie. »« Il ne s'agit pas de dette, Clara, » murmura Alessio. Son pouce caressa l'intérieur de son poignet, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Silas avait raison. Je deviens sentimental. Quand je t'ai vu sur cette chaise, quand j'ai pensé qu'il allait te faire du mal, j'étais prêt à tout signer. L'Empire, l'argent, mon nom, j'aurais tout réduit en cendres juste pour te sortir de cette pièce. Le souffle de Clara se coupa. C'était ça, le boucher de Brooklyn? Cet homme qui la regardait comme si elle était la seule source de lumière dans un monde sombre? « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Alessio se redressa en grimaçant et prit son visage dans ses grandes mains chaudes. « Parce que, dit-il, la voix rauque d'émotion, j'ai passé toute ma vie à construire des murs. J'ai construit une forteresse d'argent et de peur pour que plus rien ne puisse jamais me blesser. Et puis, tu t'es approché de ma table avec une carafe d'eau et tu as parlé à ma mère dans la langue de mes fantômes et tu as traversé ces murs sans effort. » Il se pencha plus près, son front reposant contre le sien. « Tu n'as pas seulement traduit un menu, Clara. Tu m'as traduit, moi. Tu m'as réveillé. » Clara ferma les yeux, des larmes coulant. Elle avait passé sa vie à fuir sa lignée,
se cachant dans l'ombre de la pauvreté pour éviter les viseurs de son histoire. Mais assise dans cette cabane poussiéreuse avec cet homme dangereux, elle se sentait vue. « J'ai peur, Alessio, » admit-elle. « Je ne sais pas comment être la femme d'un mafieux. Je ne sais pas comment être une Rossi. »« Tu n'as pas à être ni l'une ni l'autre, » jura Alessio. « Sois Clara, juste Clara, je m'occuperai du reste. » Il l'embrassa. Ce n'était pas doux, c'était désespéré, alimenté par la confrontation avec la mort et le soulagement écrasant de la survie. Ça avait le goût du whisky, du sang et de la pluie. Clara lui rendit son baiser, ses mains s'emmêlant dans ses cheveux sombres et en désordre, le tirant plus près. Dans la cabane froide, ils créèrent en leur propre chaleur un feu qui consuma les titres de patron et de serveuse, ne laissant qu'un homme et une femme qui avaient trouvé leur égal. Le matin arriva trop vite. Clara se réveilla sur le tapis, couverte par la veste de costume d'Alessio. La cabane était froide. Alessio se tenait près de la fenêtre, regardant à travers une fente dans les rideaux. Il avait trouvé une chemise propre dans le placard, une chemise en flanelle trop serrée aux épaules, et il nettoyait son âme. La brume romantique de la nuit précédente s'était cristallisée en une réalité nette et froide. « On ne peut pas rester ici, » dit Alessio sans se retourner. « Silas va retrouver la camionnette. On a peut-être 1 heure. » Clara se leva, lissant sa robe en ruine. Elle se sentait différente, plus forte. La peur était toujours là, mais elle n'était plus paralysante. C'était un carburant. « Quel est le plan ?» demanda-t-elle. « J'ai un hélicoptère en attente dans le Jersey, » dit Alessio. « Je peux t'envoyer en Italie, dans un couvent dans les montagnes où même Silas ne cherchera pas. Tu y seras en sécurité. » Clara s'approcha de lui et prit l'arme de ses mains. Elle la posa sur la table. « Non. » Alessio fronça les sourcils. « Non, je ne vais pas dans un couvent, » déclara Clara. « Et tu ne vas pas l'affronter seul. Silas a les hommes. Il a les ressources. Et maintenant, il a ton territoire. Si tu y retournes seul, tu meurs. »« Je dois essayer, » argumenta Alessio. « Il a ma mère. » La pièce devint mortellement silencieuse. « Quoi ?» haleta Clara. « J'ai vérifié mes messages sécurisés pendant que tu dormais, » dit Alessio, la voix brisée. « Silas l'a déplacé du centre de soins ce matin. Il l'a. Il veut un échange, toi et moi contre elle. » Clara sentit une rage froide s'installer dans son estomac. Cette douce vieille femme, la femme qui voulait juste un risotto qui avait le goût de chez elle. Clara se dirigea vers la salle de bain. Elle trouva une paire de ciseaux rouillés dans l'armoire. Elle se regarda dans le miroir. Les longs cheveux sombres qu'elle portait habituellement en chignon désordonné, c'était une prise, une faiblesse. Elle prit les ciseaux et se coupa les cheveux. De longues mèches tombèrent dans l'évier jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un carré court et déstructuré qui encadrait sa mâchoire. Elle paraissait plus âgée, dangereuse. Elle ressemblait à une Rossi. Elle ressortit. Alessio la regarda, stupéfait. « Nous n'allons pas en Italie, » déclara Clara. « Silas pense qu'il combat un homme d'affaires fatigué et une serveuse effrayée. Il pense qu'il a toutes les cartes en main parce qu'il a ta mère. » Clara ramassa l'arme et vérifia la chambre. « Mais il a oublié une chose, Alessio. »« Quoi donc? » ?»« Il a oublié que je ne suis pas seulement une serveuse. Je suis la petite fille de la famille qui a appris à la tienne comment tuer. » Les yeux de Clara étaient durs comme du silex. « Nous retournons à New York et nous allons reprendre ta ville. » Alessio la regarda et un lent sourire terrifiant se dessina sur son visage. C'était le sourire du boucher qui retournait au travail, mais cette fois, il n'était pas seul. « D'accord, » dit Alessio, attrapant sa veste. « Allons chercher maman. » Le domaine Mancini était illuminé comme un phare. Silas, l'usurpateur, ne se cachait pas. Il célébrait. À l'intérieur de la grande salle de bal, les chefs des 5 familles étaient assis sur des canapés en velours, témoins de ce qui devait être la fin de la lignée Mancini. Au centre, attaché à une chaise, se trouvait Donatella, une arme pressée contre sa tête par Silas. Alessio et Clara firent éruption par les lourdes portes en chaîne. Alessio était ensanglanté, sa chemise déchirée, mais ses yeux brûlaient d'un calme froid et terrifiant. À ses côtés, Clara semblait transformée. Ses cheveux étaient coupés en un carré court et dangereux, et sur le revers de la veste trop grande d'Alessio, elle portait la broche en forme d'hirondelle. « Vous êtes en retard, »
ricana Silas, resserrant sa prise sur l'arme contre la tempe de Donatella. J'étais sur le point de commencer l'exécution sans vous. Laisse-la partir, Silas, ordonna Alessio entrant dans la lumière. Tu m'as. Je vous ai tous les deux, rit Silas, et je vois que tu as amené la serveuse. Bien. La lignée Rossi s'éteint ce soir. Donatella haleta en voyant le changement chez Clara. Le bleu sur sa joue, le feu dans ses yeux. Figlia mia, murmura-t-elle. Tu aurais dû fuir. Je ne fuis pas ma famille, déclara Clara. Elle se plaça devant Alessio, ignorant Silas et regardant directement les trois dons invités. L'un d'eux, le vieux Dunfalcone, plissa les yeux en la regardant. « Messieurs, dit Clara, sa voix résonnant dans un Sicilien ancien parfait. Vous buvez du vin pendant qu'un traître menace une mère? Est-ce cela l'honneur de la commission? C'est une imposture, cria Silas. Elle n'est personne. Vraiment? Clara détacha les rondelles d'argent et la brandit. Don Falcone, ma grand-mère Sophia a servi votre maison avant les Rossi. Elle m'a parlé de la cicatrice sur votre paume gauche, causée par un hameçon en 1974. Elle est vivante et elle regarde. La pièce devint mortellement silencieuse. Don Falcone se leva, fixant sa hand, puis la broche. Si elle tient l'hirondelle, gronda Falcone, elle est sous la protection des anciennes lois. Aucun sang ne peut être versé sans un procès. Le visage de Silas devint violet. C'est moi le patron. Je donne les ordres. Tuez-les. Les gardes hésitèrent. Ils regardèrent le légendaire Don Falcone, puis le désespéré Silas. Je n'ai pas signé pour tuer des mères, grogna le chef des gardes, abaissant son fusil. Traître! Hurla Silas, ramenant l'âme vers Donatella. Je la tuerai moi-même! Mais il avait oublié la règle cardinale, ne jamais sous-estimer une mère italienne. Pendant que Silas était distrait par Clara, Donatella avait libéré une main de ses cordes et avait fouillé dans une poche. Alors qu'il se tournait, elle ne se recroquevilla pas. Elle lui enfonça une aiguille à tricoter en acier de 13 cm dans la cuisse. Silas hurla, l'arme tirant sauvagement dans le plafond. Alessio se lança. Il plaqua Silas, le projetant contre le piano à queue dans un fracas discordant. Ce n'était pas un combat. C'était une exécution de la justice. Alessio asséna 3 coups de poing brutaux, brisant à jamais l'emprise de Silas sur la famille. Alessio se tint au-dessus de l'homme brisé, ramassant l'arme tombée. « Fais-le, gargouilla Silas. Fais de moi un martyr. » Alessio regarda Clara. Elle secoua légèrement la tête. Il laissa tomber le chargeur et jeta l'arme de côté. « Non, dit Alessio. La mort est trop facile. Rocco, appelle les fédéraux. Donne-leur les registres. Laisse-le pourrir en cellule pour le reste de sa vie. » Les yeux de Silas s'écarquillèrent d'horreur. La prison était un sort pire que la mort. Alors qu'on l'emmenait, Alessio se précipita vers sa mère. Donatella pleura, serrant Alessio et Clara dans ses bras. « Tu as le feu, » murmura Donatella à Clara. « Tu nous as sauvés. » Alessio prit la main de Clara et la leva vers les Don qui observaient. « La guerre est finie. La famille Mancini est debout et voici l'avenir. » Don Falcone hocha la tête avec respect. « À Donna Clara. » 6 mois plus tard, Vino and Verita était fermé pour un événement privé. La pièce brillait à la lueur des bougies et des roses blanches. Clara sortit de la cuisine, non pas en tablier, mais dans une élégante robe blanche. Elle portait un plat de risotto aux truffes. « Tu sais que nous avons du personnel pour ça, » dit Alessio en roulant ses bras autour de sa taille. Il semblait plus léger, les ombres du passé disparues. Donatella insiste pour que seul moi connaisse la recette. Rit Clara se penchant en arrière contre lui. À la table principale, Donatella et la grand-mère de Clara, Sophia, riaient ensemble, 2 matriarches régnant sur la maisonnée. Alessio fit tourner Clara. Le diamant vintage à son doigt capta la lumière. « Je détestais ce restaurant, » admit-il. « Je pensais que c'était juste une façade. Mais c'est là que j'ai trouvé mon cœur. » Il la fit basculer au milieu de la salle à manger. Ce n'était pas le baiser d'un patron réclamant un prix, mais celui d'un homme qui savait qu'il était le chanceux. Clara sourit contre ses lèvres. Elle avait commencé comme serveuse servant un homme froid et avait fini par posséder la ville et son cœur. Une seule phrase.
C'est tout ce qu'il a fallu. Ti amo, Alessio, murmura-t-elle. Ti amo, Clara, répondit-il. Père Simbre. Et c'est ainsi qu'un simple bol de risotto a fait tomber un empire et en a construit un nouveau. Il s'avère que l'arme la plus dangereuse de la mafia n'est pas une arme à feu. C'est la vérité dite dans la bonne langue. Clara est passée de servir des tables à régner sur la table, prouvant que parfois, votre héritage est votre plus grand super-pouvoir. Qu'avez-vous pensé de la transformation de Clara? Pensez-vous qu'elle a fait le bon choix en épargnant Silas? Ou aurait-elle dû en finir avec lui? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de rebondissement, de romance et de justice, s'il vous plaît, explosez ce bouton j'aime. Ça aide tellement la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Nous avons une romance sombre avec un milliardaire qui arrive la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.